Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur l'entreprise sans papier que nous organisons dans le cadre des Entrepreneurs Day. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Avant que nous commençons avec l'introduction de Monsieur Lallemand, je vais profiter de l'occasion de vous présenter notre service. C'est le service e-handwerk. Nous avons trois activités principales. La première est que nous visitons les entreprises sur place, en fait, pour faire des conseils. Après, nous organisons tout au long de l'année des ateliers et des webinaires et des conférences sur différentes thématiques de la digitalisation. Et nous rédigeons des articles et d'autres informations sur la digitalisation que vous pouvez trouver sur notre site internet. Que vous voyez ici, c'est www.id.lu/ehandwerk. Comme j'ai déjà mentionné, nous organisons des visites d'entreprise. Donc, nous nous rendons dans votre entreprise pour analyser votre situation et nous vous expliquons les aides financières qui existent. Et le cas échéant, nous mettons en contact avec nos partenaires. Les visites durent plus ou moins 1 heure et c'est gratuit pour vous parce que c'est déjà couvert par vos cotisations. Après, nous organisons des ateliers et des conférences. Notre premier événement sera mardi prochain. C'est notre événement phare de l'année, la journée e-handwerk, qui se déroulera cette année en ligne. Après, le 22 octobre, nous avons un webinaire sur la présence en ligne et la relation client. Le 27 octobre, nous avons encore un autre webinaire sur IT comme produit ou service. Et l'autre, c'est le... Nous avons encore un autre webinaire le 10 novembre sur la digitalisation des processus internes. Donc, si vous êtes intéressé de participer à nos autres webinaires, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes intéressé que nous vous visitons dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, vous voyez encore une fois nos coordonnées. Maintenant, je vais aussi donner la parole à Monsieur Lallemand pour la présentation. Merci Karen. Bonjour à tous, j'espère que vous entendez tous bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez chatter, vous pouvez lever la main dans l'outil. Je vais partager mon contenu. Ça devrait revenir à partir de maintenant. Voilà. Donc, effectivement, ce qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui, c'est de parler de paperless. Donc, c'est vraiment d'échanger ensemble là sur un temps assez court, où on peut aller chercher de l'efficacité dans son organisation, son entreprise, sa firme, alors c'est une SBL, ça peut être différents types d'organisations. Et ça commence généralement par la galère de la gestion des documents. C'est vraiment aujourd'hui, et moi je le vis au quotidien en accompagnement des dirigeants de firmes, la perte de temps pour savoir effectivement, on a mis ici un petit peu des expériences, true experience. Donc c'est vraiment des propos des gens qu'on a rencontrés. Donc j'ai trop de documents, mes papiers sont éparpillés, je sais jamais quelle est la dernière version du document que j'ai fait, que j'ai envoyé, à qui je l'ai envoyé, quand je l'ai envoyé. Quand j'ai besoin de mes documents, je me rends compte que je les ai pas forcément sur moi ou avec moi, et que ce soit confidentiel ou pas d'ailleurs. Et j'ai toujours vraiment beaucoup de mal, ça c'est la plupart du temps, c'est je ne retrouve pas mes documents. Donc je cherche, je les copie, je les duplique, bref, donc j'en fais beaucoup, mais
Le paradoxe, c'est que c'est jamais assez. Je repars à chaque fois et je repère à chaque fois la même énergie à retrouver des documents qui sont souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes documents dont on a besoin. Et après, il y a une catégorie particulière qui sont les entreprises qui ont une activité commerciale ou avec des forces de vente, où en fait les personnes envoient les chargés d'affaires, les commerciaux, le bureau d'études, voilà, dès qu'il y a une interaction avec l'extérieur, en fait ils envoient un petit peu ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas ce qu'ils ont envoyé. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer et de vous indiquer comment on a fluidifié ça. On est des adeptes de ce qu'on appelle les quick wins. Donc, on ne croit pas aux révolutions, mais plutôt aux petites évolutions qui font gagner du temps au quotidien. Donc, l'idée étant de fluidifier ces partages de documents, ces échanges, de leur création à leur communication, et également de manière sécurisée. Et bon, alors du coup, c'est un afro-acronyme, mais je vais le définir. Donc, c'est ce qu'on appelle de la GED. Donc, c'est de la gestion électronique documentaire. Alors, c'est un grand concept. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il se cache, qu'est-ce qu'il se trame, qu'est-ce qui s'organise? C'est pas uniquement ici. Alors, c'est imagé, mais si je sors mon petit pointeur, je vous montre effectivement ici des boulettes de papier. C'est vraiment la gestion d'un document. Mais on entend document au sens large du terme. Donc ça peut être des devis, ça peut être des factures, ça peut être des factures clients, des factures fournisseurs d'ailleurs, ça peut être des courriers entrants, ça peut être des courriers sortants, mais ça peut être également des documents qui peuvent être des emails, qui peuvent être des pièces jointes à des emails, qui peuvent être des contrats, qui peuvent être des avenants, qui peuvent être des travaux supplémentaires, qui peuvent être des bons d'intervention. Enfin, en fait, le document au sens très très large du terme, c'est-à-dire qu'il contient des informations que vous communiquez, que vous échangez avec l'extérieur. Alors, ça peut être vos clients, ça peut être vos fournisseurs. Bref, c'est tout en fait ce cycle de fonctionnement. Donc, les objectifs au travers une organisation numérique, c'est vraiment déjà l'enjeu premier, c'est alors attendez, j'ai juste un chat là qui me dit qu'il n'y a pas de son. Carmen, tu m'entends toujours? Oui, moi, Bon, toi, tu m'entends? Ok. En fait, j'ai juste dans le chat là, alors je pense que c'est un problème technique chez quelqu'un. Donc j'espère que cette personne, si elle n'entend pas, Octavio il répond que c'est ok, donc ça va. Donc je pense que si la personne n'entend pas, déconnectez-vous et reconnectez-vous à la plateforme, ça peut aider. Effectivement, il vaut mieux passer par l'application et la télécharger. Je passe des consignes en même temps technique. Hein. Carmen, je fais mes petites 30 secondes technique support. Donc, préférez l'application Cisco WebEx que vous téléchargez sur votre poste plutôt que la partie web. Il se peut qu'effectivement, en fonction de vos équipements, ça fonctionne plus ou moins bien. Bref. Donc, je reprends. C'était les 30 secondes techniques support. Dématérialisation, donc je disais. Qui vont permettre, dès qu'on rentre de manière numérique et qu'on partage une source commune, derrière de pouvoir raccorder et raccrocher sur cette source unique des collaborateurs, qui peuvent être internes ou externes d'ailleurs. Hein. Ça peut être effectivement des collaborateurs de mon organisation, mais je peux inviter des gens à l'extérieur à travailler, réfléchir sur un chiffrage, sur une étude, sur des dates, peu importe. En tout cas, je vais pouvoir proposer ce qu'on appelle un projet de document et le faire à plusieurs, donc comme le piano à 4 mains, et même plus que ça. Et l'idée, c'est de gagner en productivité, c'est-à-dire que je vais démarrer, moi, les travaux, mais je vais pas attendre qu'on soit les 3 ou 4 personnes concernées réunies. Je partage ça, les personnes le voient, dès qu'elles peuvent, elles l'alimentent, et on est tous
autant qu'on est dans la chaîne documentaire, sur la bonne et même version sur laquelle on va voir effectivement qui a fait quoi, quand, qu'est-ce qui a été modifié, ajouté, supprimé, etc. Tout ça de manière aujourd'hui on va en faciliter l'accès. Donc on est de plus en plus tourné vers des solutions ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'on l'utilise où on veut quand on veut. Ça peut être votre laptop, votre Macintosh, votre PC fixe, mais votre smartphone, que ça soit un iOS ou un Android ou une tablette, on va pouvoir utiliser effectivement les applications et modifier des documents de cette façon-là. Les enjeux côté JET pour les petites et moyennes entreprises. Donc on est vraiment sur cette notion de maîtrise des documents, du flux documentaire. On est dans dans ce concept initial de centraliser les documents, d'accord. L'objectif, une fois qu'on a effectivement ce pot commun d'informations, on va pouvoir fluidifier l'accès et de manière sécurisée dire à qui j'ouvre les accès, à qui je partage ou à qui je ne montre rien, parce que ça marche dans les deux sens. Ça permet effectivement de sécuriser mes données, d'éviter de partager trop de données à l'extérieur de mon organisation et d'en définir vraiment précisément les droits, qui a accès à quoi et quand. Et tout ça, ça permet simplement d'éviter de partir dans tous les sens. Je reviens sur la boussole au début de la présentation, et vraiment d'être là en termes d'efficacité et de productivité, parce qu'on va notamment utiliser un concept qui s'appelle de l'indexation, c'est-à-dire que, alors c'est un grand mot, mais vous le connaissez tous, quand vous tapez une recherche dans Google, les réponses que vous avez dans quelques secondes, ce sont en fait des recherches indexées. Donc vous avez chaque fois les statistiques pour les plus curieux qui sont déjà intéressés au nombre de résultats que vous avez et du résultat en termes de temps. Donc c'est quelques fractions de secondes et vous avez 4 millions de résultats parce qu'il y a de l'indexation, il y a des serveurs qui en fait stockent tous les mots contenus par tous les documents. Donc là, c'est de la même façon. Ces solutions de JET vont pouvoir effectivement gérer facilement ce référencement. La JET, donc je continue sur le noyau effectivement de ce qu'on a conçu nous, comment on envisage aujourd'hui l'efficacité au quotidien. C'est surtout effectivement sur cette partie stockage. Et pour être efficace et partager les données, il faut qu'on ait un même endroit de stockage. Donc l'idée, c'est plus de le stocker sur un poste en particulier dans une entreprise, sur un serveur, etc. C'est d'avoir un espace sécurisé à l'extérieur sur lequel je vais partager et maîtriser en fait les autorisations que je vais pousser à mes utilisateurs internes ou externes. C'est comme ça en fait que je vais venir chercher de l'efficacité. Et c'est les documents qui vont venir aux utilisateurs et pas l'inverse. Grande fonctionnalité, c'est beaucoup de redites, donc je vous rassure, vous aurez le support à la fin de la présentation. Donc c'est du stockage, c'est de la recherche, plein texte, donc sur tous les mots contenus dans les documents. Suivre le cycle de vie, à combien de personnes c'est déjà arrivé aussi de partager des documents avec un Dropbox, un FileShare, un WeTransfer, ce qu'on veut, et puis en fait à pas mettre d'échéance de vie. Du coup, on se retrouve avec des documents qui sont partagés, on sait même plus à qui, on sait même plus quoi, et ça traîne dans la nature. Mettre en place des workflows, ça va permettre aussi d'être le gardien de la validation, c'est-à-dire que je vais définir en fait dans ma chaîne de validation et d'approbation qui sont les personnes qui font partie de la création et de la réalisation, la mise sur pied du document, et au final, qui aura le droit de le valider pour qu'il puisse être communiqué, par exemple, à l'extérieur, ou contractualisé, ou pour une commande à passer chez un fournisseur. Le principe reste le même. Et en fait, avec ces composants-là, on a effectivement une bonne sécurisation des documents. Si vous avez des questions qui viennent, parce qu'on fonctionne tous de la même façon par association, dès que vous avez des mots qui font écho dans votre esprit, n'hésitez pas à poser dans le chat des petits mots, des petites phrases clés, etc. Avant qu'on passe à la démo, je voulais en tout cas, avoir ce propos. Ça permettra à la fin d'avoir des questions-réponses et de les prendre first in, first out. Donc, les premières questions posées, ce seront celles auxquelles on pourra répondre dans le temps de la présentation qui nous est donnée aujourd'hui. Et si ça n'était pas le cas, en fait, je répondrai quand même à l'ensemble des questions et
Carmen se chargera de vous les communiquer avec les éléments de réponse. Ça permettra en fait voilà, d'assouvir les questions les plus détaillées et pertinentes, même si malheureusement on n'avait pas le temps de les traiter aujourd'hui en séance. Donc une petite démonstration, je vous passe directement sur la vidéo que voici. Donc le principe, c'est de vous montrer aujourd'hui 3 étapes de flux de courrier, de flux de validation, qui vont vous permettre de voir un petit peu comment se passe aujourd'hui dans un environnement là que vous allez reconnaître qui est une page internet, ni plus ni moins, un environnement qui est effectivement celui d'un navigateur commun à l'ensemble de vos postes, au travers desquels j'ai là accès à une bannette et je vois un ensemble de documents qui sont présents dans ma bannette avec de la prévisualisation. Et là, on est dans ce qu'on appelle du flux de traitement de courrier. Donc, c'est simplement, j'ai donné à mon multifonction le matin, à mon mange-tout, comme on dit, tous les documents reçus en courrier. Et du coup, je fais ma distribution de courrier classique. Donc, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est en fait en séparant l'ensemble de mes documents ici, tels que vous les voyez, et en créant un document par nombre de pages qui est concerné, parce que là, j'ai du multipage, j'ai du monopage, donc je fais ma segmentation. Donc, ça se fait aussi dynamiquement que ça. Je valide. J'ai créé en fait mes 5 documents, vous voyez. Donc, je suis parti de mon premier, j'ai 0, 1, 2, 3. Donc là, j'ai mes 4 documents issus de mon premier document et je vais pouvoir, grâce à ce document, à ces documents, maintenant rentrer et construire ce qu'on appelle une chaîne de workflow, donc émettre et instruire dans mon organisation un workflow de validation. Je lance ce workflow de validation. Donc là, j'ai pris un des courriers que je viens de splitter dans mon fichier de courrier reçu du jour. Je prends ce document, je vais lui donner quelques grands thématiques, donc le classer par exemple dans un répertoire fournisseur, lui donner un nom en termes de typologie de document, c'est une facture, lui donner un nom si je veux, et récupérer un numéro de facture. Alors je vous rassure, là on est en train de tout saisir à la main, d'accord, même si c'est assez rapide. On est en capacité aujourd'hui, au travers du même document, en activant un module de reconnaissance, donc de lecture automatique de documents, de venir remplir automatiquement les champs d'index que vous voyez ici. Donc là, on est sur une démo semi-manuelle ou semi-automatique, c'est selon. Mais en tout cas, je rentre un certain nombre d'informations, de données que je vais pouvoir récupérer de manière automatique et alimenter de manière intelligente ce qu'on appelle de l'autoclasse, donc les index qui vont permettre de faire des recherches sur des factures, des dates, des montants, des comptes tiers, des fournisseurs. Donc là, je suis effectivement sur ma facture et je vais l'envoyer dans un workflow. Un workflow, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une chaîne du coup de validation. Alors du coup, monsieur, je suis désolé de refuser l'annotage. Vous ne pourrez pas annoter ma vidéo, désolé, mais vous pouvez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Donc là, je suis en validation de facture, donc je soumets en fait, ici vous voyez un statut qui vient d'apparaître, j'ai en fait une facture à valider et je vais me connecter en tant que valideur, je vais pouvoir voir effectivement le prix visuel, la visualisation de mon document, et ensuite, soit je le télécharge pour effectivement le commenter, soit je vais pouvoir directement la valider pour dire OK, pour moi cette facture est bonne à payer, et à ce moment-là, ça prendra comment dirais-je, ma validation, mon identité, et ça part en validation. D'accord? Maintenant, on ne voit plus la présentation, on voit seulement toi. Ah, pardon. Oui, parce que en fait, j'ai eu une interaction. Attends, hop, je repartage. Parce que j'ai une demande de modification d'un intervenant qui voulait annoter. Voilà, c'est revenu? Oui, Ok, super. Vous aviez perdu à partir de. Je remets là parce que la demande d'annotation, elle est arrivée à peu près ici quand en fait, je décide d'affecter un document dans mon workflow de validation et je vais en fait
vous repartagez cette fois juste les 20 secondes que vous n'avez pas vues. Donc, j'ai mon document qui est indexé avec ses différentes valeurs et champs d'index. Je peux effectivement télécharger le fichier, ce que je vous disais, et en fait, je vais avoir des boutons de contrôle pour refuser ou valider. Et si je valide, à ce moment-là, du coup, je vais avoir à nouveau une boîte de dialogue qui s'ouvre pour, du coup, mettre à jour le document, y mettre, vous voyez qu'il vient de passer ici en statut verrouillé, c'était très rapide, mais il y a un petit cadenas qui est apparu, et le statut est devenu vert, alors qu'il était orange tout à l'heure en statut à valider, il est passé en statut validé. Là, je vous montre ce qu'on appelle le moteur d'indexation plein texte. C'est surligné, c'est ce qu'on appelle full text. Donc, je tape un petit mot et des caractères dans ma boîte de dialogue. Je vais automatiquement, je vous parlais de références et de résultats à la Google tout à l'heure, avoir des résultats en top itération, donc en top ranking, dépendant en fait de la pertinence de mes documents. Donc, j'ai effectivement l'ensemble des documents qui remontent et je vais pouvoir les consulter comme ça de manière un petit peu illimitée, indéfinie. Et je vais pouvoir également structurer et affecter mes documents par typologie. Donc, affecter à un projet, affecter à un client, faire en fait un petit peu ce que je veux en termes d'organisation pour vraiment que ça prenne la forme de l'organisation de mon entreprise. Et enfin, un petit workflow de validation commerciale. Donc, c'est simplement permettre ici de dire, OK, on est en train d'établir une offre de service pour un client. Donc, je vais dans ma panette des projets clients ici. Je vais prendre un modèle de support de présentation où je peux en créer un, partir d'un modèle qui est déjà ce qu'on appelle des templates, donc des modèles, ce que je vais faire. Je sélectionne, je vais dire que je veux effectivement, moi, une présentation PowerPoint, mais je peux avoir autant de modèles que votre organisation en compte. Donc, je vais dire offre Figo. C'est effectivement un modèle PowerPoint, vous allez le voir par après. Je vais le catégoriser, parce que du coup, ça me permet d'avoir, moi, mon analyse personnelle sur le type de documents qui sont générés. Je peux lui donner un nom directement, je peux lui donner le nom du client à qui je le destine, mettre une description, venir directement me baser sur la table des clients et de vos projets qui sont issus de vos outils métiers de gestion commerciale ou de gestion de devis, gestion d'affaires. Et à ce moment-là, le document va venir automatiquement s'indexer dans votre organisation. Ensuite, je décide d'ouvrir le fichier et là, le système va m'ouvrir automatiquement l'outil compagnon qui est associé. Donc, en l'occurrence, là, c'est un PowerPoint. Donc, j'ai ouvert ce fichier, j'ai fait mes modifications et à ce moment-là, je l'ai enregistré. Automatiquement, je vais avoir ici le document qui se fige. Il n'est pas ici en statut il est en statut verrouillé, pardon, parce que je viens de l'enregistrer. Et ici, il y a un petit 1 qui vient de se créer de manière incrémentale, qui est le nombre de versions du document. Donc, dès que je vais effectivement rentrer sur ce suivi du versionning, j'aurai les différentes versions, à quel moment elles ont été réalisées, modifiées, enregistrées, par qui, et je peux voir la liste des actions qui ont été faites. Est-ce que j'ai rajouté des documents? Est-ce que j'en ai supprimé? Est-ce que j'ai modifié des montants? Etc. Donc, on va pouvoir effectivement gérer l'ensemble de ces choses-là. Et ensuite, quand mon document est validé, je peux décider de le partager. Je le partage avec une échéance, j'en parlais tout à l'heure. Je lui mets une échéance pour pas que j'ai des liens permanents vers l'extérieur. Et je vais également pouvoir le diffuser avec un lien universel vers l'extérieur si je le souhaite. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, je peux directement publier et faire un email en partageant à mon client ou à mon contact le lien de la présentation. Lui va le recevoir directement dans son email, va cliquer dessus et va pouvoir y accéder directement en ligne. Donc là, il vient, il télécharge, il y a accès. Si le lien était rompu, ben, il aurait un message en disant que le lien a expiré, que le document n'est nouveau pas disponible et qu'il faut qu'il se rapproche de son interlocuteur. Et là, en fait, il va avoir accès au document. Donc là, j'ai partagé nativement en PowerPoint, donc j'imagine que je suis en collaboration. Sinon, évidemment, ben, je vais plutôt verrouiller et générer un export, donc un fichier PDF, que je vais pouvoir
on va dire, partager et en garder la maîtrise sur mon environnement. Donc je vois qu'il y a plein de questions, donc ça c'est super, on y viendra juste après. En termes de suivi et de déroulé, simplement pour vous dire, aujourd'hui, les plus pour l'entreprise, il n'y a pas photo, comme on dit. Aujourd'hui, c'est un réel gain de temps pour tous les collaborateurs, et ça, on le mesure en dizaines d'heures par semaine, parce que les multiplications, généralement, font très très mal. Donc, si on passe tous 20 minutes à chercher des documents par jour sur une semaine et qu'on est une dizaine déjà ou une vingtaine dans l'entreprise, ça fait pas mal de demi-journées, voire de journées de travail qui sont entre guillemets sacrifiées à ne faire que ça, et alors qu'on pourrait très bien effectivement l'utiliser pour effectivement faire autre chose. Une organisation électronique, donc des flux numériques total, enfin plutôt totaux même, des flux, effectivement le gain de temps, le gain de productivité, je viens d'en parler, ça permet surtout de commencer à travailler l'efficacité en termes de collaboration. Donc du coup, d'arrêter de s'envoyer des emails avec des versions de fichiers pour savoir si j'ai bien la dernière version, réintégrer des différentiels ou des modifications sur un fichier qui n'aura pas été utilisé en dernière version, etc., etc. Mécaniquement, ça réduit le volume parce qu'on échange beaucoup moins de données. On partage en fait une donnée source bien protégée qu'on va contrôler avec ses accès, et par conséquent, effectivement, ça franchit du papier, sauf dans certains cas, j'ai vu passer là dans le chat, mais on a besoin d'avoir des épreuves papier quand on travaille à plusieurs sur des plans, sur des représentations un peu extraordinaires en termes de format ou de rendu. Ça n'affranchit pas ça, mais la plupart, en tout cas, des documents qui vont annexer ces productions spéciales, effectivement, ça s'appuie et ça s'affecte naturellement dans le dispositif. Pourquoi choisir la digitalisation? Ce qui fera la différence aujourd'hui, c'est qu'on a une chance inouïe, c'est qu'il y a 2 programmes au Luxembourg qui permettent de mettre le pied à l'étrier et d'accompagner en fait des entreprises petites ou moyennes d'ailleurs, parce que c'est refusé aux grandes entreprises, et ça donne la part belle et la priorité exclusive à ce que j'appelle moi l'économie réelle. Donc là, on est typiquement dans les métiers de l'artisanat, du service, en tout cas les choses qu'on peut constater au quotidien en termes de réalisation des entreprises. Et donc, c'est ces 2 programmes qui sont Fit for Digital, qui permet en fait d'avoir et de mener une réflexion 360 degrés sur son organisation pour adapter et trouver les meilleurs outils adaptés à ses usages et intégrer ça. Et on est toujours en mode, ce que je qualifie moi d'homéopathique. Donc, on va pas arrêter tout et remplacer tout. C'est vraiment apporter de l'efficacité et surtout du lien entre les applications que vous utilisez au quotidien et du coup, par conséquent, du lien entre les gens sur la base de leurs documents. Et le dernier né qui a maintenant a un peu plus d'1 an maintenant, qui est Fit for Digital Package, qui lui permet pour les petites entreprises qui ont un besoin très précis d'aller directement sur une solution qu'on aura identifiée ensemble et qui permet d'en faire l'acquisition avec un budget qui est directement pris en charge par le ministère de l'économie. Les 2 programmes d'ailleurs sont issus du ministère de l'économie. Je finis sur cette partie-ci. Donc solution à la demande et adaptée effectivement. Aujourd'hui, on est plus dans les réflexions à réfléchir et à mettre en place des solutions qu'on qualifie de on-demand, c'est-à-dire que je prends quelque chose pour un besoin spécifique et au moment où j'en ai besoin. Peut-être qu'un jour j'en aurai plus besoin et peut-être qu'un jour j'en aurai besoin d'un peu plus ou d'un peu moins, mais ça va s'adapter à moi. On est effectivement aujourd'hui, et de plus en plus, on est très vigilant à ça, une compatibilité Office 365, mais qu'on appelle maintenant M365, puisque c'est Microsoft qui fait ça. Et c'est un outil qui est universellement diffusé, utilisé, étudié. Donc notamment, on s'appuie sur ces tenants-là
La solution que vous avez vue là, typiquement, s'appuie sur l'authentification Office 365. Simplicité d'utilisation et efficacité accrue, évidemment, puisqu'on s'appuie de plus en plus aussi sur des solutions qui sont ergonomiques et, comment dirais-je, intuitives. On n'est plus vraiment sur, voilà, je vous planifie 5 jours de formation pour que vos équipes s'adaptent à votre environnement. Non, non. C'est l'inverse. C'est qu'on vient et aujourd'hui, on fait à peu près faire à la technique et à la technologie ce qu'on veut. Encore faut-il savoir ce que l'on veut. C'est ça qui est parfois le plus compliqué, mais encore une fois, on est là pour les consultants pour vous accompagner à ça et pour définir correctement les besoins et les tenants et les aboutissants. Mais on est effectivement sur des solutions qui sont à peu près comme aujourd'hui télécharger une application sur votre smartphone. Vous téléchargez, vous n'allez pas appeler Amazon pour leur demander comment ça marche, d'acheter en ligne, de vous faire livrer, etc. C'est tellement intuitif que ça coule de source. Et évolutif, bah, j'ai déjà un peu parlé dans les premiers points, mais c'est ça. Il faut vraiment que ça puisse s'adapter en nombre, en termes de fonctionnalité, en termes d'intégration, en termes de complexité ou de simplicité d'ailleurs, hein, à mon organisation. Sinon, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir un step un peu important, il va falloir que je remette en cause mon outil. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit adapté et qui s'adapte vraiment la méthode à l'époque, hein, des dinosaures qui ne se sont pas adaptés, du coup, ils ont disparu. Donc l'idée, c'est ça. Et c'est comme Kodak, c'est à un moment donné, c'est faut être le meilleur sur un marché. Si vous adaptez pas au marché et à la demande, bah, globalement, vous disparaissez très très vite. Donc il faut vraiment être flexible, agile. Des filtres, vous les avez vus rapidement, parce que je veux pas non plus l'idée, c'est pas de vous assommer avec tout ça, mais on peut personnaliser des filtres de recherche de manière illimitée. On indexe 100% des documents. Aujourd'hui, il faut bien être vigilant aussi à ça. On y accède via un navigateur web. Du coup, on y accède de partout et de tout type de périphériques, surtout les téléphones qu'on ne lâche plus maintenant. Et puis, on peut effectivement raccorder, et c'est là où on parle d'évolutivité, des solutions aujourd'hui, et celle que vous venez de voir particulièrement, à votre solution de gestion, à votre ERP, à votre solution de métier, de gestion de devis, de gestion commerciale. Bref, j'ai mis un petit astérisque parce que sinon ce ne sera pas une vraie présentation s'il n'y a pas un petit disclaimer, mais évidemment ça s'étudie, parce que s'il faut, je dis n'importe quoi, mais 1 an pour adapter l'interfaçage de la solution que vous venez de voir à votre solution, on va plutôt vous conseiller de faire un autre choix. Il y a de grandes chances, parce que ce ne sera pas rentable et on a cette vue-là aussi de retour sur investissement. Donc on ne vous fera pas faire de choix qui soient démesurés et surtout que vous ne pourrez pas amortir au sein de votre structure. Et je l'ai fait un peu en mode run. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé. Moi, ça va, je vous rassure. Mais du coup, maintenant, Carmen, est-ce que tu veux qu'on reprenne le chat? Tu me poses des questions et j'essaie d'y répondre. Oui, nous avons aussi reçu quelques questions privées, donc je commence avec la première question. Euh, Oui. Quelles options pour injecter automatiquement les champs dans un logiciel de contact comme Bob 50? Bah, il y en a plusieurs. En réalité, toutes celles qui communiquent aujourd'hui en termes de solutions de gestion de documents sont interfaçables à partir du moment où on construit le bon export vers Bob et que le client a le connecteur qui s'appelle BobLink. Parce qu'en fait, on va s'appuyer là-dessus. Et accessoirement, on fera pas de Bob des maths. Parce que Bob des maths n'est pas une bonne solution. Ok, merci. Je passe à la prochaine question. Est-ce que la digitalisation d'un document papier signé par un client, par exemple un contrat de vente, me permet de détruire le document papier une fois que je dispose de ce fichier électronique? Donc, on fait par rapport à l'obligation légale de stockage de certains documents. Alors, je réponds oui, mais sous condition. Et les conditions sont les suivantes. Si je décide de détruire mon fond documentaire, donc des originaux uniques, en l'occurrence, je crois que c'était des questions de ça, si c'est un acte notarié ou ce genre de choses, un acte d'avocat, un contrat, on va pouvoir d'une part déjà le dématérialiser et on a la chance d'être parmi, le Luxembourg est le premier pays à avoir légiféré sur la question,
à pouvoir générer un original authentique numérique, d'accord, et permettre du coup, une fois qu'il est numérisé par un prestataire et stocké dans un environnement PSDC, et c'est là en fait que l'astérisque prend tout son sens, qu'on va pouvoir effectivement détruire et passer au shredder les originaux une fois qu'ils sont stockés et dupliqués, parce qu'en réalité, on a tout systématiquement deux originaux numériques qui se vérifient en temps réel l'un l'autre par souci de cohérence et de persistance des documents. Désolé, c'est une réponse un peu compliquée, hein. La prochaine question, c'est est-ce possible d'injecter les documents au format ou sérialisé dans un groupe SharePoint Office 365? Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir effectivement. Donc, ça veut dire que c'est une structure qui a déjà un premier niveau de partage de documents avec un SharePoint, qui est historiquement la première solution de collaboration de Microsoft en termes d'élaboration de documents et de portail utilisateur. Donc, effectivement, on va pouvoir déposer des documents OCRisés et à s'appuyer sur de la lecture automatique et de la reconnaissance automatique de caractères pour venir faire de l'autoclasse dans du SharePoint et des index SharePoint. Oui. La prochaine question, c'est est-ce que ces solutions supportent des formats DAO, DVG, DXF, etc. Et ça avec une gestion des versions? Alors là, on est effectivement, on est sur de la DAO, on est sur des fichiers Autodesk, sur du SolidWorks, sur toutes des solutions de création et de dessin assistés par ordinateur. Donc, on va pouvoir gérer les prévisuels. On va pouvoir soumettre dans des workflows aussi ces documents, parce qu'on en aura la prévisualisation dans la solution. Maintenant, la question était précisément, alors j'essaie de voir si je la trouve en même temps, parce que je crois que je l'avais vu passer pendant le support. Elle supporte les formats DAO et une gestion des versions. Alors, gestion des versions, non, parce que du coup, on ne pourra gérer que des versions manuelles, parce qu'il n'y a pas les plugins Autodesk, malheureusement, bah, ils sont privés et propriétaires, ils appartiennent à AutoCAD, Autodesk. En revanche, si vous gérez on va dire une façon chronologique de nommer les fichiers, on peut très bien effectivement décider de les stocker et par ordre chrono en fait gérer le multiversionning pour dire voilà j'ai une version de 15 heures, j'ai une version à 18 heures, j'ai une version à 20 heures et décider de rentrer ces documents dans déjà pour le stockage et ensuite pour la partie workflow et puis pour la partie partage documentaire, etc. Ok. Et est-ce que l'on peut taguer directement les documents PDF pour ajouter, par exemple, une numérotisation incrémentale unique ou des coupas? Oui, après, à choisir, ça peut être du 2D, du 3D, donc soit de l'EAN, de l'AN13, soit du QR code. On peut décider effectivement de nommer, d'avoir un chrono spécifique avec des racines. Donc, si je décide que mon document va dans le dossier e-handwerk, ben, je vais avoir le e-hand en acronyme, et puis après, je vais avoir la date à l'américaine et un numéro par exemple, ou l'heure, etc. Donc, effectivement, on peut décider d'indexer et d'automatiser cette partie numérotation automatique et implémentation automatique de code. Ok. Et est-ce que les documents intégrés dans la solution conservent les métadonnées comme les coordonnées GPS des photos? Bonne question. Ça dépend déjà, ça dépend comment sont générés aujourd'hui, de quels fichiers sur lesquels fichiers on va s'appuyer et quelles propriétés ils ont. Maintenant, à partir du moment où on a effectivement des propriétés avancées en termes de coordonnées GPS, ben ça, effectivement, oui, on peut regarder pour ajouter des colonnes propriétés et à ce moment-là avoir latitude, longitude et venir reprendre ces champs d'index qui sont déjà présents dans les fichiers. Oui. Ok.
Et est-ce que des documents, une fois intégrés dans la JET, peuvent être validés par des certificats, par exemple le PDF vers PDFA? Alors, on peut effectivement déterminer quel niveau on va donner à la solution. On va pouvoir y intégrer des signatures numériques authentiques. Donc, par exemple, moi, j'ai un token, je mets mon token et je peux signer numériquement un fichier. Donc, ça va générer un nouveau fichier avec ma signature personnelle dedans, donc au sens légal du terme. Ensuite, je peux effectivement décider de, quand je génère des fichiers en bout de workflow, typiquement, dire quand je valide, eh ben, je vais lancer un petit automatisme qui dit, bah, je crée un PDF archive. Donc, je le dis pour les gens qui ne seraient pas familiers. Donc, le PDF/A, c'est un PDF archive, en fait, qu'on ne peut plus modifier. Il est verrouillé totalement. On va pas pouvoir l'annoter. On va rien pouvoir faire, sinon on le casse. Et à ce moment-là, en fait, on voit qu'on a cassé le code. Donc, ça, c'est une mesure de protection de la cohérence des archives. Donc là, oui, on peut effectivement, dans la stratégie, se dire qu'en bout de chaîne, on peut très bien imaginer que on va avoir des PDF A, comme ça, on est tranquille. Ils sont tous immuables. D'accord, merci. La dernière question que nous avons reçue dans le chat, c'est est-ce qu'une société basée dans deux pays différents peut avoir accès au jet? Oui, bien sûr. Bah, elle peut être, enfin même dans tous les pays, hein. Aujourd'hui, les solutions sont vraiment, quand je dis responsive, c'est vraiment universel. Donc, l'idée, c'est de créer une source de données unique et ensuite entre guillemets, recruter, donc c'est partager l'accès à ces documents à l'ensemble des utilisateurs de l'organisation, voire des organisations. Parce que j'ai dit dans la présentation qu'on pouvait partager en externe si ce sont vraiment des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise, mais si c'est une entreprise qui est en multisite à l'international, oui, ça fait partie d'une instance et on va savoir gérer en fait des succursales et des autorisations avec des comptes utilisateurs différents, etc. Donc oui. Ok, merci. Donc, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat, mais je crois qu'on a encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi rétablir le son de votre micro et poser votre question. Sachant que c'est généralement la première, c'est la plus dure, hein. Donc enfin tout le monde a accès, ils peuvent déverrouiller les micros, oui. Oui, normalement, oui. Ça veut dire qu'on a été parfaitement clair, autant toi que moi, que tout le monde maîtrise les notions de PSDC, d'archivage légal, etc., international, donc c'est parfait. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Et on n'a même pas de question sur la partie GDPR. C'est étonnant ça. Moi, je cherche des questions, hein. Ah ben, là, il y a une question. Ah, ah, ben voilà, ma question GDPR. Je l'attendais celle-là. Alors, il n'y a pas de micro effectivement, mais est-ce que l'outil, surtout la base d'indexation, pose des contraintes GDPR? Oui, effectivement. Ok. Donc du coup, non, ça pose pas de contraintes particulières, si ce n'est celle de se conformer, pardon, au règlement en question. Donc le CNPD est pas très communique pas tellement sur les contraintes, je dois dire, et l'application dans les métiers de tous les jours. Mais aujourd'hui, il faut simplement recueillir le consentement des structures et aujourd'hui, vous stockez déjà des informations. Donc ça fera pas plus ni moins. Mais en revanche, on est sur de l'informatique, du digital, donc la sécurité en tant que telle est importante. Mais pas de contrainte GDPR plus que ça, non. Localisation, est-ce que la localisation des bases pose une contrainte? Je dirais non non plus, parce que en fait, la loi est européenne. Les data centers, généralement, ben, tous les éditeurs se sont adaptés. Ils ont tous localisé des data centers en Europe.
Et pour le tenant Office 365, parce qu'on a affaire à un expert d'environnement numérique, bah, c'est pareil en fait, hein. Microsoft a localisé des data centers pour l'Europe en amont, hein, en fait, et au vu du respect de la loi sur la partie GDPR. Donc, les data centers sont basés, donc il y a France, Allemagne, euh, et il y a une réplique encore, je sais plus où. Bref, mais il y a trois, quatre data centers sur le continent européen et ils acceptent tous, ils ont tous signé les engagements de respect de GDPR. Alors, je réponds du coup, Carmen, dans la foulée, hein, parce que du coup, ça, c'est des questions à tiroir. L'accès aux données doivent être loguées. Elles le sont. Elles le sont. Vous savez qui s'est connecté, quand il s'est connecté, qu'est-ce qu'il a utilisé comme document, qu'est-ce qu'il a modifié, qu'est-ce qu'il a supprimé, qu'est-ce qu'il a ajouté, même d'où il s'est connecté, avec quel périphérique, quelle adresse IP. Enfin, on peut aller très très loin. Mais après, c'est un peu la schizophrénie, quoi, hein, c'est la paranoïa. Donc, on a la possibilité d'avoir accès de manière très très détaillée à tout ce qui va être fait. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est toujours la mesure des choses. C'est ni trop, ni pas assez. C'est juste, faut juste garder une mesure raisonnable et raisonnée, d'ailleurs. Je vous en prie. Du coup, je parle au bot, je parle au chat. Ok, merci. Euh, donc, je crois qu'on va clôturer le webinaire ici. En tout cas, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail et on va les transférer à M. Lallement. Donc, ou on va les répondre nous-mêmes. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Et aussi, merci Philippe pour ta présentation. Merci à vous tous.